Olivier Babot, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions Buchet-Chastel La tyrannie du divertissement. Alors c'est une réflexion intéressante, surtout dans le contexte actuel de débat sur la réforme des retraites, puisque on parle beaucoup du sens du travail, on parle beaucoup de comment travailler mieux, comment travailler moins. Et là, c'est au contraire une réflexion sur le divertissement et sur comment utiliser mieux tout le temps libre qu'on a. Une question qu'on ne se posait pas forcément il y a quelque temps, notamment au 19e siècle. On ne se demandait pas si le temps libre c'était quelque chose de bien ou pas, puisque Il n'y en avait pas trop. il n'y en avait pas trop, donc on était uniquement dans le travail. Je crois que Ouais. vous donnez le chiffre de 70% du temps éveillé. Du temps éveillé, c'est 4000 heures par an en moyenne et on ne vivait pas très longtemps. C'est ça. Ouais, ouais. Et donc, à ce moment-là, on ne se demandait pas si ça allait être un problème, le temps libre ou pas. Dans notre société actuelle, avec, je crois, à peu près 12%, enfin, c'était les chiffres en 2015. Aujourd'hui, c'est 10 à 12% de votre vie éveillée, le travail en moyenne. Voilà. Ça, forcément, la question se pose davantage. Et bizarrement, ce n'est pas une question qu'on se pose beaucoup. Comment vous l'expliquez? C'est exactement le paradoxe qui a fait le début de ce livre, parce que le loisir n'est pas interrogé, il est vu comme une sorte de point aveugle de la réflexion. On parle beaucoup du travail, c'est légitime évidemment, mais on ne parle pas de ce qui fait la plus grande partie de notre vie, c'est-à-dire tout le reste. Et puis non seulement c'est important, mais finalement c'est le but de la vie, parce que si on travaille, bon certes on peut avoir du plaisir dans ce qu'on fait, mais enfin c'est quand même aussi pour gagner sa vie, et pour avoir du temps pour faire d'autres choses, pour avoir la vie familiale, la vie amicale, et puis une vie intellectuelle, et puis une vie de divertissement. Hein. Une vie, on va faire d'autres choses. Et ce qu'on va utiliser, ce qu'on va faire dans ces loisirs, c'est une question qui n'est plus posée, qui n'est posée que par défaut, ou qui est laissée à la liberté de la personne, comme si ça n'était pas un problème, comme s'il n'y avait pas de question. Le loisir était forcément bien occupé puisqu'il était le loisir et qu'il était liberté. Et c'est ça que j'essaye de questionner un peu dans le bouquin. Alors on le comprend à une certaine époque, puisqu'effectivement on avait peu de temps libre, donc on voit ça forcément de manière positive. Comment se fait-il qu'on ne se soit pas davantage interrogé ces dernières années parce qu'on a quand même un peu de recul normalement par rapport à ça depuis quelques décennies. En fait, en un siècle, la baisse du temps de travail a été assez rapide. À partir, mettons, du début du XXe, et puis évidemment 36, les premiers congés payés, un allongement de la vie extraordinaire. Hein. Le XXe siècle, c'est un doublement de l'espérance de vie. Donc vous avez des gens qui travaillent avec une vie de professionnelle plutôt plus courte, en particulier à partir de 80, évidemment, retraite à 60 ans, et qui vivent beaucoup plus longtemps. Donc ça veut dire que leur vie est beaucoup plus une vie de loisir. Et en fait, c'est arrivé sans qu'à aucun moment on se pose la question de ce qu'on allait en faire. La seule question générale qui est posée, elle était autour du pouvoir d'achat, c'est-à-dire est-ce qu'on a les moyens de partir en vacances, par exemple. Mais on ne l'interroge pas autour de qu'est-ce qu'on va en faire réellement. Encore une fois, comme si ce n'était pas un problème qui devait se poser, comme s'il n'y avait pas une question réelle devant cet océan de temps libre dont on dispose heureusement, et je dois dire que je m'en félicite et que je ne dis pas qu'on ne travaille pas assez d'un point de vue sociologique. D'un point de vue économique, c'est peut-être une autre chose, un autre problème, mais d'un point de vue sociologique, ce n'est pas la question. Que le travail soit sorti de la vie, en particulier des travaux extrêmement pénibles. Si vous prenez les travaux au 19e siècle, une très très grande partie d'entre eux, vous brisez, vous cassez, étaient des travaux sans aucun intérêt. On a enrichi, on est monté en gamme énormément dans les travaux, mais cette montée en gamme, on en parlera, mais c'est aussi une montée en exigence cognitive, en exigence de compétences, et c'est en partie ça qui pose problème aujourd'hui. Ouais, alors vous distinguez justement 3 types de divertissement, et vous expliquez qu'il y en a un qui est un petit peu laissé pour compte ces dernières années, alors que c'est sans doute le plus important, le plus crucial. Alors j'essaye effectivement de faire une sorte de typologie des occupations. Le loisir, c'est quoi? C'est le temps pour soi, le temps à soi, le temps arbitrable, celui où on peut faire ce qu'on veut. Alors évidemment, il y a le temps où on travaille. On peut dire, il y a des moments où vous faites des tâches ménagères. Bon, les tâches ménagères, ce n'est pas vraiment votre loisir, tout à fait. Les déplacements, domicile-travail. Mais enfin, il y a quand même des moments où on est sur son canapé, on peut faire ce qu'on veut. Par exemple, on peut sortir, on peut lire, il y a plein de choses. Alors j'essaye de distinguer 3 types d'occupations. Premier type d'occupation, c'est ce que j'appelle le temps pour les autres. C'est le temps social, le temps familial, le temps amical, celui où vous êtes en société. Alors j'appelle le temps aristocratique parce que pour moi, les aristocrates avaient comme travail le fait de travailler à leur agrégation sociale en permanence. C'était le boulot du courtisan, il ne faisait que ça. Et en fait, c'était un travail à temps plein. Hein. Oui, vous le rappelez d'ailleurs. C'était extrêmement exigeant, vous ne pouviez pas ne pas y être, en particulier à partir de Louis XIV. Si tu n'étais pas à la cour, tu n'existais pas, tu n'avais plus les prébendes. C'était très compliqué, donc c'était un boulot à temps plein, celui de l'agrégation sociale. Aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est celui qu'on fait quand on est évidemment en famille, avec des amis. Le deuxième temps, c'est ce que j'appelle le temps pour soi. Le temps pour soi, alors les anciens, les Grecs avaient un terme pour ça, c'était la skolé, qui a évidemment donné le mot school, escuela, école, hein, et qui est l'idée du loisir studieux en fait. Voilà. La skolé, c'est ce qu'on fait quand on est assez riche pour pas travailler, quand on avait la chance de ne pas être un esclave et quand on avait la chance d'avoir un maître qui allait vous conduire dans le savoir. C'était l'enrichissement de soi. Les Grecs ne faisaient pas la différence d'ailleurs entre l'enrichissement physique, le fait de travailler son corps, et puis l'enrichissement intellectuel, puisque les deux participaient au fait de faire un citoyen Vous qui allait rappelez être le mot capable. de Platon d'ailleurs sur le salarié. Et le salarié, la chose d'un autre, effectivement, on voyait extrêmement mal. Et puis, vous savez qu'il y avait un grand mépris pour les arts qui déformaient le corps, par exemple. Donc, le poète était bien mieux vu que le sculpteur. D'ailleurs, paradoxalement, évidemment, aujourd'hui, on a du mal à voir ce genre de catégorie. Mais alors, leur idée, c'est tu es au service de quelque chose, donc tu n'es pas ton propre maître. Et là, évidemment, c'est vil par rapport à ce qui est noble. Donc, la scolée, le loisir studieux, c'est le travail où on va s'enrichir, où on va être actif, où on va peut-être devenir meilleur ou gagner en connaissance de soi. C'est aussi quelque chose, pour moi la scolée, c'est aussi la rêverie, la méditation, le sport, voilà, c'est tout ça, c'est le travail pour soi, le loisir pour soi. Et puis il y a le dernier, c'est le loisir hors de soi. Je l'appelle le divertissement, évidemment, c'est par référence à Pascal. Hein. Oui. Alors Pascal, lui, il dit en gros toutes les activités humaines qui ne sont pas s'occuper de Dieu, c'est du divertissement. Hein. Mais moi, évidemment, c'est pas tout à fait le sens que je prends. Pour moi, c'est le temps d'aliénation à soi. C'est le temps où on va s'oublier, finalement, qui ne va pas nous faire progresser, même parfois qui va nous faire régresser, et qui ne va pas être un temps de progression, mais d'oubli, c'est le temps pour rien, en fait. Voilà. Ouais. Et c'est celui-là qui a vraiment pris le pas ces dernières années sur les deux autres. Alors c'est mon soupçon, parce que moi je critique pas le divertissement en soi, hein. Il y a des tas de moments, on a tous besoin de se délasser, de rien faire, d'être sur son canapé et peut-être de zapper de temps en temps, pourquoi pas. Hein. Vous rappelez qu'il y a quand même une porosité d'ailleurs entre les Exactement, les on peut toujours apprendre des trucs, c'est des idéotypes hein, que je décris. En fait, il y a toujours, vous pouvez regarder un match avec des amis, bah, vous faites du loisir social, et puis en même temps, vous pouvez d'ailleurs apprendre des choses si vous avez une réflexion sur les stratégies sportives. Donc c'est jamais totalement pur, hein, mais disons qu'il y a différentes peut-être gradations de qualité, et le problème, c'est quand vous avez une déformation de l'équilibre. Idéalement, mettons, ça devrait être un tiers, un tiers, un tiers, c'est-à-dire que vous faites un peu de tout. La question, c'est est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, du fait de la facilité du divertissement, de l'accès au divertissement, une sorte de phagocytage du divertissement sur l'ensemble des autres loisirs. On sort moins, on voit moins les autres, on sait. D'ailleurs, les jeunes ont moins de rapports sexuels qu'avant, hein, ce qui est étonnant dans un monde où on est hyper relié, où on est censé pouvoir être en relation beaucoup plus facilement. En fait, on l'est beaucoup moins qu'avant, en tout cas physiquement, et on a probablement aussi moins de loisirs studieux qu'avant. Voilà. Ouais. Et alors, là où c'est crucial, c'est qu'effectivement, ça creuse les inégalités. Cette façon dont on occupe le temps libre. On parle beaucoup des inégalités au travail, mais il y a aussi des inégalités dans le divertissement qui se creusent par l'utilisation qu'on en fait. Oui, parce qu'à la limite, le problème serait un problème de choix personnel qui n'aurait pas beaucoup d'impact. Bon, bah, vous voulez juste vous divertir toute la journée, c'est bien. Mais l'une de mes inquiétudes et ma thèse que j'essaye d'étayer dans le bouquin, c'est que malheureusement aujourd'hui, le niveau d'exigence cognitive d'un monde de plus en plus complexe, et on le voit dans l'exigence du type de diplôme dont vous avez besoin pour les différents emplois, et les différences de salaire entre les gens qui ne sont pas formés et les gens qui sont formés, qui n'arrêtent pas de s'accélérer, avec une polarisation des emplois. Cette exigence cognitive, elle fait que vous avez besoin d'apprendre quasiment toute votre vie, et que la réussite, autrement dit, se fait dans le loisir peut-être plus que dans la vie de travail. Elle se prépare dès l'enfance, elle se prépare extrêmement tôt, et elle s'entretient toute la vie, précisément non plus dans votre temps de travail, mais dans votre temps de loisir. Dans le livre, je dis que je commence souvent mes séances avec mes étudiants en leur disant, vous savez que le diplôme, vous aurez à peu près tous le même, vous serez à égalité sur la ligne de CV de ce point de vue-là. On va vous demander des comptes en revanche sur ce que vous aurez fait le reste du temps. C'est-à-dire ce temps libre, vous aurez fait quoi? Est-ce que vous aurez construit quelque chose ou est-ce que vous aurez juste parcouru la rue de la soif avec vos copains? Ce qui peut être sympa, mais si vous avez fait que ça, c'est un peu dommage. Si vous avez monté un projet, fait une association, eu des initiatives intéressantes, fait du sport à niveau intéressant, ça, c'est des choses qui vont faire la différence aujourd'hui. C'est vrai pour être recruté, mais c'est vrai aussi, je pense, dans la qualité d'emploi que vous allez pouvoir atteindre, parce que l'intelligence artificielle, il faut y insister de plus en plus, est en train, et c'est encore plus vrai depuis quelques mois avec l'IA générative, est en train de monter en compétences, qui fait que ceux qui sont complémentaires de cette IA
augmentent en productivité et augmentent en revenus de façon vertigineuse, mais ceux qui ne sont pas complémentaires sont remplacés et sont remplacés assez rapidement. Ouais. Et alors, vous parlez aussi du malentendu qu'il y a sur le mérite et qui a peut-être contribué à creuser ces inégalités. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu? Pour moi, c'est un thème très important, la critique de la méritocratie, qui est une vraie question. Hein. Est-ce que la méritocratie n'est qu'une sorte de mise en scène, une duperie, un piège pour faire croire aux dominés que la domination est légitime et aux dominants que leur domination est légitime? Il y a plein de livres là-dessus, il y a plein de réflexions. Moi, je suis de ceux qui disent que l'imperfection réelle du système méritocratique aujourd'hui ne doit pas nous faire jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas d'autre moyen de justifier des différences sociales. Ou alors, c'est des formes de naissance, et on n'a pas de moyens. Voilà. C'est le pire des moyens, peut-être la méritocratie à l'exception de tous les autres. On va essayer de juger, de faire les différences sociales, théoriquement les différences de fortune, en fonction du type d'apport à la société, même si évidemment il y a plein d'imperfections. Alors, cette méritocratie, elle est essentielle dans le fonctionnement, elle est aujourd'hui très imparfaite, mais son importance grandit de plus en plus, et les mécanismes qui vont produire les différences méritocratiques sont précisément au cœur du loisir. C'est au cœur du loisir qu'ils se font. Et j'explique ce qu'on sait depuis longtemps, que la sociologie a montré depuis longtemps, Bourdieu évidemment depuis très longtemps, et puis toutes les recherches sociologiques. Il y a le très beau livre de Lahire qui s'appelle Enfance de classe, où il montre justement la façon extrêmement différenciée dont les enfants sont élevés, et dont, en particulier dans les classes bourgeoises, pas forcément des classes riches d'ailleurs. Vous savez que les enfants qui réussissent le plus, c'est les enfants des enseignants, qui ne sont pas les plus riches, on est passé pour le savoir, et puis les enfants de la petite bourgeoisie, souvent de province. Et ces gens qui réussissent, pourquoi? C'est parce qu'ils sont placés, parce qu'ils suivent une sorte de stratégie de transmission et de réussite et de discipline de soi qui est souvent critiquée, mais dont il faut remarquer qu'elle est très efficace. Voilà. Ouais. On ne peut pas juste dire « Ah là là, il y a de la transmission ». Bah oui, il y a de la transmission et elle est hyper puissante et elle est de plus en plus. Les chiffres sont extrêmement inquiétants. Hein, sur quand vous entrez à 5 ans ou 6 ans, quand vous êtes à l'école, vous avez un écart de mots de vocabulaire chez les enfants qui peut aller en gros entre 300, 400 et 1800. Et donc quand vous entrez avec une telle différence, vous comprenez bien qu'après l'ensemble de la scolarité va être différente parce que vous êtes en permanence entraîné à aller plus loin et puis avec une discipline de mise à distance du plaisir qui est pour moi le point essentiel en fait de l'éducation bourgeoise, qui est fondée sur l'idée de l'épargne évidemment et de la capitalisation en fait de son plaisir. On t'apprend que le plaisir sera meilleur demain si tu le mets à distance. Voilà. Oui, c'est ça. Il y a d'ailleurs tout un chapitre qui s'intitule « Résister ». Oui. Au plaisir immédiat, je crois. Et c'est cet aspect-là que vous développez dans ce chapitre. Mais par rapport au mérite, je crois que vous expliquez aussi qu'il y a une confusion, c'est-à-dire qu'on a cru que le mérite, c'était l'effort, alors que c'est simplement les compétences. En fait, ce qui est drôle, je trouve, c'est que dans l'enseignement, on parle maintenant de compétences, alors qu'on critique le mérite. C'est-à-dire qu'on a quasiment substitué un synonyme sans s'en rendre compte. Mais je pense qu'il y a un contresens sur le mot de méritocratie, parce que souvent on le comprend, celui qui a fait le plus d'efforts. Non, malheureusement, le plus grand pianiste, c'est pas forcément le mec qui a le plus bossé. Alors je discute ça un peu dans le livre, il y a l'idée d'Eddie Miller, effectivement, on constate quand on regarde et qu'on étudie les carrières des musiciens, les meilleurs musiciens ont énormément bossé. Mais ça ne veut pas dire que énormément bossé suffira pour faire de vous un grand musicien, malheureusement, parce qu'il y a des différences de compétences. La seule chose qu'on puisse vraiment juger, c'est le niveau, effectivement, que vous atteignez objectivement. Le degré d'effort derrière, malheureusement, et c'est super injuste, parce que vous pouvez avoir énormément bossé sans résultat. Moi, par exemple, je fais du piano, je suis très mauvais, je peux faire 10 000 heures, je serai toujours aussi mauvais. Et à un moment donné, je connais mes limites. Bon, voilà, c'est comme ça. Et malheureusement, la différence, elle va se faire sur le niveau objectif. C'est ça, en fait, qui, à la fin, va être le juge de paix. Et il y a autre chose qui crée, enfin, ou en tout cas qui contribue aux inégalités ou qui les renforce, et vous en parlez, ce sont aussi les gènes. Les gènes, alors j'essaye de discuter tout ça, et j'essaye de ne pas désespérer Billancourt en disant... je cite les études qui montrent qu'il y a une partie héritable, que heureusement ou malheureusement, l'environnement fait beaucoup. Il peut aider beaucoup, il peut révéler ou au contraire inhiber. En tout cas, la seule chose qu'on peut dire, c'est que du point de vue de la justice, il faut que toutes les personnes puissent développer l'entièreté de leur potentiel. Et ce qui est formidable, c'est que les exemples abondent sur des gens qui ont eu, hélas, un très mauvais environnement, mais qui avaient peut-être un substrat génétique tellement fort, une sorte de volonté qui s'en sont sortis. Ce qu'il faut, c'est que le système leur permette de le faire. Oui. Et inversement, un truc dont on peut quasiment se réjouir du point de vue de l'égalité, c'est que l'ascenseur social descend beaucoup plus qu'avant.
Je cite une étude qui montre que parmi les enfants des gens qui gagnent les 10% le plus, 75%, donc 3 sur 4, ne gagneront pas autant que leurs parents. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont descendre en niveau. Et parmi les gens qui sont les 10%, des enfants des 10% qui gagnent le moins, vous avez 15%, c'est pas seulement mais 15% qui atteignent le 10% au-dessus. Voilà. Ouais. Il y a de la mobilité, et en fait quand on regarde aujourd'hui, la mobilité, elle n'est pas plus forte qu'avant à la hausse. Oui, elle n'a pas baissé, mais elle n'est pas plus forte. En revanche, l'écart est peut-être plus grand, et puis aussi la descente est plus rapide. Voilà. Ouais. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous faites tout un parallèle finalement entre l'avènement du divertissement qui s'est révélé peut-être un peu décevant, c'est-à-dire que on s'attendait à ce que ce soit une société beaucoup plus agréable. Et puis ce qui s'est passé au néolithique, avec là aussi l'avènement d'un certain progrès. Et on constate que finalement ce progrès nous a piégés de la même façon que le progrès technologique nous piège. C'est ce parallèle-là aussi qui est très intéressant dans le livre, et on s'aperçoit qu'on connaît assez mal notre histoire et qu'on n'a peut-être pas ce recul pour comprendre ce qui est en train d'advenir. C'est vrai que quand on fait l'histoire du loisir, et d'essayer de parler de l'histoire du loisir depuis le début de l'humanité quasiment, avant le néolithique, c'est-à-dire il y a environ 10 000 ans, quand on a commencé évidemment à être sédentaire et à élever et à cultiver. Avant, on fonctionnait par petits groupes d'êtres humains, on se déplaçait énormément, donc on n'avait qu'un enfant tous les 4 ans parce qu'il fallait que l'enfant soit capable de marcher avant d'en avoir un autre. On était des petits groupes d'une centaine, pas plus. Et ce que montrent les ethnologues, parce que la question c'est comment on peut savoir comment ça se passait, évidemment, on essaie de comparer chez les civilisations premières qu'on voit aujourd'hui et qui n'ont pas été trop changées par la civilisation. Il y a pas mal d'études que je cite, il y a Jared Diamond et puis évidemment Claude Lévi-Strauss, il y a plein de gens qui sont allés voir comment ça fonctionnait. Il y a toutes les raisons de penser qu'ils fonctionnent à peu près comme on fonctionnait nous il y a 50 000 ans. Et alors comment ils fonctionnaient ? En fait, c'est un endroit où on travaille très peu. Ouais. On peut parler de semaine des 2 jours en quelque sorte, mais ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. En pratique, vous travaillez 2-3 heures, c'est-à-dire vous allez chasser, vous allez vous préoccuper de la survie matérielle 2-3 heures par jour, pas plus. Le reste du temps, vous dormez, vous discutez. Et puis ça tournait pas mal. Et ça tourne, et en fait, on ne demande pas aux enfants de travailler. Vous pouvez avoir des hommes faits, tant qu'ils ne sont pas mariés, ils ne foutent rien dans le clan, c'est très drôle. Vous avez un sens du temps qui est complètement différent. Donc, vous dites oui, je viendrai, mais demain, ça ne veut pas dire demain, ça veut dire dans les jours qui viennent. De toute façon, il n'y a pas d'horaire. On est dans un autre monde où j'explique en quelque sorte, on est peut-être toujours dans le loisir et jamais, au sens où il n'y a pas le loisir pour soi, parce qu'on est toujours avec les autres, on est dans une sorte d'agrégation sociale. On n'est pas un individu à l'époque, on est une personne, c'est-à-dire un membre du groupe. Sans le groupe, on n'est rien. Sans le groupe, on n'existe pas, on ne peut pas survivre. Donc on est complètement agrégé à ce groupe. Donc à la fois, la notion de travail n'existe pas et la notion de loisir, pas vraiment. Et tout ça s'effondre, évidemment, au néolithique. C'est ce qu'a montré Harari dans Sapiens. Le loisir, c'est peut-être le sommeil à ce moment-là. Le sommeil, c'est une nécessité biologique qu'on a tous. Bien sûr, mais il dormait beaucoup la journée. Et aussi. On dort beaucoup. Oui, on dort beaucoup. Et alors, à partir du néolithique, tout s'effondre, c'est ce qu'a montré Harari dans Sapiens, puisque c'était une sorte de contrat faustien. On a cru qu'on allait acheter la sécurité. On a cru qu'on n'allait plus avoir de problème d'approvisionnement. Or, on n'est jamais autant mort de faim que depuis qu'on a l'agriculture. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on a pu cultiver, on a eu besoin des bras pour nous aider parce que c'est un travail de chien. Et puis surtout, on a pu les nourrir parce qu'on n'a plus pu bouger. Donc, on a eu des enfants tous les 2 ans alors qu'avant, c'était tous les 4 ans. On a explosé démographiquement. Donc, il a fallu travailler de plus en plus. Et malheureusement, avant, en réalité, la réforme de la productivité agricole des années 50, la productivité, elle était très très faible. Et donc, il suffisait d'avoir quelques mauvaises récoltes et vous mouriez de faim. Donc en pratique, le travail a occupé nos vies à partir du néolithique, et c'est là que sont apparues d'ailleurs les distinctions sociales, les inégalités. Vous avez eu quasiment tout de suite, en fait assez rapidement, des castes qui ne faisaient rien, oisives, pour plein de raisons, représenter la religion, etc. Et puis des castes évidemment qui étaient vouées à bosser, quoi. À partir de ce moment-là, ça s'est créé, et ça a été une très très longue histoire pendant 10 000 ans. En fait, c'est une histoire qui s'est terminée là depuis quelques années. C'est-à-dire qu'on est en quelque sorte revenu à l'espèce d'état où la vie est quand même avant tout du loisir. Ce qui était peut-être le cas il y a 10 000 ans, et pendant 10 000 ans, ce n'était plus le cas, jusqu'au 19e siècle, qui est pour moi le fond de la piscine. On a touché le fond de la piscine, c'était des moments où la plupart des gens, il y avait des gens qui ne travaillaient pas, mais la plupart des gens travaillaient énormément dans une vie très courte. Ouais. Il y avait même plus de dimanche, travaillaient d'autant plus qu'ils croyaient en cette idée du progrès, et finalement, ils avaient très peu le temps de... Oui, alors c'est intéressant, parce que vous savez, les économistes disent qu'il y a une sorte d'arbitrage travail-loisir. Et en fait, la révolution industrielle s'explique en partie par un arbitrage travail-loisir en faveur
faveur du travail, ce qui n'était plus le cas. Pourquoi? Parce que le progrès de la technologie, ce qui a été le vrai aussi au moment de la révolution des Trente Glorieuses, faisait que c'était plus intéressant de donner des heures de loisirs pour avoir des heures de travail parce que vous aviez du coup les fruits de la croissance. Et donc on acceptait de travailler plus. Les 30 Glorieuses, c'est ça aussi. On fait pas mal d'heures supplémentaires, mais on a accès à plein de choses auxquelles on n'avait pas accès. Il y a cette jolie chanson de Jean Ferrat, c'est la montagne, je crois que ça fait longtemps qu'ils en rêvaient, du Formica et du ciné. Oui. Vous veniez d'une campagne où vous aviez un salon en terre battue. J'ai connu ça quand je visitais autrefois. Vous avez la terre battue chez vous, quoi. Et tout d'un coup, vous arrivez dans un endroit qui est propre, qui est moderne, dans une ville avec tous les avantages de la ville, l'espèce de fourmillement. Et ben, c'était un progrès et vous étiez prêt à bosser pour ça. Ça, c'était vrai pendant les 30 Glorieuses. Et au XXIe siècle, tout est en train de changer. Ouais. Et on a gardé un petit peu certains réflexes de chasseurs, mais pas forcément les meilleurs. C'est-à-dire que vous expliquez qu'en gros, la façon dont on est happé par les notifications vient un peu de ce réflexe de chasseur qu'on avait à l'époque, que nos ancêtres avaient. Vous savez, c'est notre drame. Je crois que c'est un biologiste qui s'appelle Wilson qui a eu cette belle phrase. Il dit à peu près, notre problème, c'est qu'on a un cerveau du paléolithique, des institutions du Moyen-Âge, les technologies dignes des dieux. Et en fait, notre cerveau, il ne bouge pas parce que notre cerveau, il est exactement le même qu'il y a 50 ou 70 000 ans. Il n'a pas bougé. Pour changer les structures de notre cerveau, il faut beaucoup plus de temps. Et donc, on a toujours un cerveau de chasseur-cueilleur, et d'ailleurs un corps de chasseur-cueilleur, ce qui explique notre attirance pour le sucre, par exemple, parce qu'on n'était pas programmé pour un monde où le sucre était disponible. Les chasseurs-cueilleurs, on estime qu'ils mangeaient l'équivalent de 2 kilos de sucre raffiné par an à travers le miel ou les fruits. Nous, aujourd'hui, aux États-Unis, on en mange 70 kilos par an. Parce que notre cerveau, il est programmé pour vouloir prendre le sucre et qui actionne des mécanismes de récompense qui sont particuliers dans notre cerveau. Et donc, on a envie d'aller chasser. C'était quelque chose qui était formidable pour nous développer. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où tout est trop facile, en quelque sorte. En fait, on gère nos atrophies. Voilà. On gère nos atrophies depuis le début de l'humanité. Quand on a commencé à avoir des instruments pour lancer, on a pu courir moins vite. Et donc on voit qu'on baisse en capacité physique, on baisse en capacité d'endurance, parce qu'on a des outils qui vont nous permettre de pallier ce problème. Et ben notre atrophie, elle continue. Aujourd'hui, on peut moins voir, il y a de plus en plus de gens qui voient moins bien, parce qu'on a des lunettes, et ce n'est pas un problème. On peut être physiquement très faible et être aidé par la médecine. Et ben c'est la même chose aujourd'hui pour la cognition, de plus en plus. On a des outils qui nous aident à remplacer notre cognition et donc on peut développer des formes d'atrophie. La vraie question, c'est jusqu'à où peut-on nous laisser atrophier nos compétences d'autrefois ? Il y a des études récentes qui montrent aussi des choses assez inquiétantes chez les jeunes. Sur la mémoire, les capacités de concentration. Et aussi sur les capacités physiques, puisqu'il semblerait qu'ils sortent moins. Ils sortent beaucoup moins. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une épidémie de myopie, parce qu'il faudrait que les enfants regardent au loin pendant longtemps et ils ne vont pas assez dehors. Je ne sais pas si je cite dans le livre, mais j'avais discuté avec une maîtresse d'école qui disait qu'elle avait vu l'évolution. Elle était en fin de carrière et elle me disait aujourd'hui, les enfants, vous leur lancez un ballon, ils ne savent plus l'attraper pour certains. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus ces capacités. C'est toute l'idée aussi de jouer avec des cubes et de faire des choses physiques. Parce qu'à un moment donné, on a cru que les écrans étaient évidemment la solution à tout, alors que ça peut être la pire et la meilleure des choses. Ouais, alors justement, en fait, vous montrez que l'un de nos problèmes, c'est qu'on ne s'est pas suffisamment préparé à ce qu'on allait vivre. Donc vous n'êtes pas fataliste non plus et vous expliquez que maintenant qu'on le sait, il faut prendre conscience de ces choses-là, et notamment par rapport aux écrans. C'est la gestion des outils technologiques est une des clés pour essayer de retrouver un loisir qui ait du sens. Il y a quelques années, c'est Jeremy Rifkin qui avait écrit un bouquin qui s'appelait L'âge de l'accès. Il disait en fait les différences, elles se font sur les gens qui ont accès aux nouvelles technologies et les autres. Oui. Et en fait, aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire que vous voyez que dans l'éducation, les parents, plus ils sont justement dans ces nouvelles technologies, plus ils vont en préserver leurs enfants par des disciplines très, très appliquées, des écoles où on va en fait pas tant que ça être sur les écrans. En fait, on ne pouvait pas le savoir parce que, évidemment, on n'avait pas de passif, de passé sur l'utilisation des technologies. Donc, quand on les a vues arriver, on les a utilisées pour ce qu'elles étaient, on s'est réjouis, on a accueilli ça un peu comme le veau d'or, et puis on était très contents, et c'est normal, on n'en avait pas le mode d'emploi. Aujourd'hui, on commence à voir les études.
On sait les conséquences sur la cognition, on sait le problème lié aux excès, en particulier pour les enfants qui sont extrêmement jeunes. Voilà, on sait tous les effets que ça a, et donc mon bouquin, modestement, essaie d'y participer, parce que, un, prise de conscience, et deux, on essaye de réagir. Parce que la question, elle n'est pas seulement pour les classes les plus modestes, elle est pour tout le monde. Aujourd'hui, ce risque, je suis le premier à le dire, puisqu'à la fin, Oui, on va y j'explique revenir. moi-même, voilà, on a tous besoin de réfléchir à son usage des écrans, pour en faire un meilleur usage. Voilà. Ce n'est pas de la technophobie, ce n'est pas un truc anti-écran, je ne suis pas pour le retour au livre papier 100%, ce n'est pas du tout la question. La question, c'est toujours celle du juste milieu, en fait, c'est de naviguer pour éviter les excès. Dans le monde d'avant le néolithique, encore une fois, où il y a jusqu'au 19e siècle, on ne pouvait pas vivre une vie d'excès sauf exception. Pourquoi ? Parce que le monde était plein de contraintes. En permanence, vous étiez là, votre problème, c'était de survivre dans un monde qui vous imposait plein de choses. Aujourd'hui, on en est paradoxalement dans un monde... Une espérance de vie très espérance de limitée. vie hyper courte. Je veux dire, dans les années, vous souvenez, quand on a fait la retraite à 65 ans en 1945 ou 47, l'espérance de vie des ouvriers, elle était plutôt autour de 60, voire un peu moins. Oui. Vous étiez censé être mort. Oui, la retraite, c'était un luxe pour ceux qui. C'était une assurance, en fait, pour ceux qui avaient la chance extraordinaire de vivre plus longtemps. Voilà. Et alors, on a parlé du point de vue individuel, c'est-à-dire comment essayer de résister soi-même à cette tentation des écrans et à cette jouissance immédiate. Mais d'un point de vue collectif, est-ce qu'on en fait assez? Parce que vous prenez l'exemple de la Chine, vous prenez l'exemple de Taïwan, où je l'ai noté quelque part, il y a une amende de 1 500 € par an qui expose leur enfant de moins de 2 ans aux écrans. Ouais. Alors parfois, il y a des campagnes de sensibilisation, mais est-ce que on en fait suffisamment collectivement par rapport aux enjeux et pour faire prendre conscience à la population de tous ces risques? En fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que doit être dans une démocratie libérale, parlementaire comme la nôtre, qu'est-ce que doit être une politique des loisirs ? Elle n'existe pas. Il n'y en a plus aujourd'hui, en fait. On peut dire qu'il y a une politique de la culture, mais qui est en fait très particulière et qui tourne plutôt en vase clos, n'est-ce pas ? Oui, puis je montre dans le bouquin, la démocratisation n'a pas eu lieu. Enfin, c'est un truc qui tourne sur soi-même. Il faut voir ce qu'on appelle culture, parce que justement, vous expliquez que... Et puis en plus, culture, c'est devenu à peu près tout. C'est devenu un mode de consommation comme un autre. Voilà, à partir du moment où la culture, c'est tout visionnage quasiment de contenu, tout est culture, et donc plus rien n'est culture. C'est la vraie question... la gauche, c'est marrant, au moment du Front populaire, quand elle a fait les congés payés, c'était pas uniquement pour partir en vacances, parce que partir en vacances, c'était vu comme un truc assez bourgeois, en fait. L'idée, c'était d'occuper ses loisirs pour s'élever, en fait. L'idée, d'ailleurs, les ouvriers du Moyen-Âge, pardon, les ouvriers du 19e siècle allaient au cours du soir. Quand vous aviez une conscience de classe, vous alliez vous apprendre, vous alliez bosser le soir, justement, pour progresser. Et en fait, ça s'est retrouvé en 1981, quand on a fait un ministère du temps libre, quand Mitterrand est arrivé. Et puis, en fait, petit à petit, en 84, ça a été supprimé. Et la gauche a complètement laissé tomber l'idée de l'occupation du temps libre. Et la droite, ça n'a jamais été une question. Et donc, en fait, on n'a plus de politique du loisir. L'idée qu'on puisse essayer de conseiller aux gens sur la façon plus ou moins judicieuse d'équilibrer l'occupation de leur temps libre, c'est un truc qui est quasiment, à mon avis, jugé liberticide aujourd'hui. Et donc, c'est pas facile. La Chine, ils interdisent. Bon, en vrai, il y a beaucoup de contournements, il faut savoir. Ouais. Évidemment, les parents disent, si tu as des bonnes notes, je te permets d'utiliser mon compte, etc. Mais enfin, rien que le fait qu'officiellement, on soit à 40 minutes par jour maximum de l'équivalent de TikTok et 3 heures de jeux vidéo en Chine, c'est déjà une décision dingue. Et le plus drôle, c'est que l'État chinois, il est tout à fait clair là-dessus. Il a exprimé le truc. Il a dit, voilà, les cerveaux de nos enfants, c'est notre actif le plus précieux, et donc on veut le préserver. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? Je veux dire, personne, aucun gouvernement, il n'y a pas un homme politique. Vous voyez, c'est difficile la réforme des retraites, vous savez. Imaginez le président qui va expliquer qu'à partir de maintenant, c'est 3 heures de jeux vidéo par semaine pour les enfants. Je pense que là, vous avez la révolution tout de suite. Donc, non, c'est pas la solution. La solution, il est dans une forme probablement d'incitation, d'ouverture de possibilités, et puis malheureusement peut-être aussi dans la volonté personnelle, mais là c'est pas facile. En tout cas, la prise de conscience, elle est importante. C'est pour ça que je dis, on n'a pas assez dit à tout le monde combien c'était important ce qu'on faisait dans son temps libre, et combien il y avait plein de possibilités sur les usages. Voilà. J'ai relevé une phrase à un moment qui... je trouve, illustre bien ce décalage entre ce qui serait l'idéal et la situation actuelle. Vous écrivez, la société industrielle était dominée par les ingénieurs qui en concevaient les produits. La société post-industrielle, centrée sur la ressource de l'humain, doit être dominée par les enseignants. Quand on voit la condition enseignante aujourd'hui, et je dirais
l'échec de l'éducation générale, l'éducation nationale en général, c'est quand même assez troublant. Oui, c'est ma grande inquiétude. Ça fait très longtemps que j'écris sur le sujet. Je pense qu'il faudrait, quand vous avez une machine qui marche aussi mal, parce que si vous regardez, tous les voyants sont au rouge, hein, en termes de diversité, en termes de reproduction des inégalités. Enfin, notre école, c'est une d'évolution du niveau, tout niveau confondu. Dans ce genre de cas, une entreprise qui serait dans ce cas-là, elle aurait fermé depuis longtemps, ou elle arrêterait, elle dirait, bon, allez, on remet tout à plat et qu'est-ce qu'on fait? Et malheureusement, c'est un très très gros navire et c'est très difficile à faire progresser. Mais si on admet l'idée, je trouve assez fondée, que le XXIe siècle, c'est l'ère du capitalisme cognitif. Qu'est-ce qui fait la puissance économique et de défense? C'est les technologies. Qu'est-ce qui fait la technologie? C'est les innovations. Qu'est-ce qui fait les innovations? C'est les créateurs, les innovateurs, les scientifiques. En fait, on a besoin de cerveau. C'est ce que dit la Chine, hein. La richesse de demain, la puissance de demain, elle est dans nos cerveaux. D'ailleurs, quand nos cerveaux s'exportent, c'est un drame, parce qu'en plus, on les a formés chez nous, et ils s'en vont souvent les meilleurs. La question qui devrait tous nous occuper, c'est comment on forme nos meilleurs cerveaux, comment on permet à toutes les capacités de se développer au maximum. Et malheureusement, aujourd'hui, évidemment, c'est pas le cas, quoi. On a besoin, d'ailleurs je prends cette analogie, hein, en fait on est l'équivalent en besoin de l'honnête homme du XVIIe siècle, c'est-à-dire l'homme relativement généraliste, capable d'ailleurs aussi de modération, d'ailleurs c'était toute l'idée de l'honnête homme. Et l'honnête homme, c'est en fait celui qui va être capable de mêler les savoirs, plus je crois que l'ingénieur hyper spécialisé, parce que de plus en plus la machine est capable de faire des verticales, et elle sera peut-être pas pendant très longtemps capable de mettre les choses en relation, et ça c'est quelque chose dont on a besoin, et qui va du coup avoir de plus en plus d'importance et de valeur. Voilà. Mais donc, d'un point de vue politique, il ne se passe pas grand-chose quand même. Non, on n'est pas au début du commencement d'une prise de conscience de ça. Et je ne jette pas la pierre au personnel politique parce que c'est très très dur. Comment vous saisissez le truc? D'ailleurs, vous ne jetez pas tant que ça la pierre non plus à l'éducation nationale, puisque vous expliquez qu'elle n'a pas vraiment les moyens de combattre les nouveaux publics qui sont en face d'elle, qui n'arrivent pas à se concentrer comme avant, qui n'ont pas les mêmes... peut-être les mêmes les publics facultés. ont changé avec des techniques d'enseignement qui fondamentalement sont les mêmes qu'avant. Alors, je montre que les études sont assez optimistes quand même. Plus tu avances l'âge d'entrée dans l'école, plus tu as des résultats. Donc effectivement, c'est bien d'entrer très tôt. Mais ce qui est terrible aussi de se dire, c'est qu'aujourd'hui, pour chaque heure de cours qu'a un enfant, quasiment jusqu'à 18 ans, et peut-être sans doute au-delà, il a au moins 1 heure de vidéo en parallèle. C'est-à-dire qu'il y a autant d'heures de vidéo par semaine que d'heures de cours. Donc vous êtes en concurrence avec plein d'autres choses. Et finalement, à l'heure de cours, on sait que l'attention, elle bouge beaucoup. C'est le vrai drame. Hein. Vous savez que l'éducation la plus efficace, c'est le précepteur. Voilà. C'est-à-dire c'est maître-disciple. C'est une personne seule. Et c'est pour ça que je crois beaucoup au mentorat. Voilà. Je crois que la façon la plus efficace pour apprendre, c'est d'avoir quelqu'un qui vous suit en permanence, qui vous guide. Alors évidemment, on ne peut pas. Mais est-ce que ce n'est pas là que les outils, peut-être d'intelligence artificielle, peut-être de suivi, peuvent vous aider? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des outils pour arriver à vous faire apprendre l'essentiel et peut-être après avoir des moments justement de mentorat? Ce serait une façon de complètement repenser l'éducation, y compris dans l'éducation supérieure. On rêve de classes inversées, de gens qui travaillent de leur côté et puis après qui viennent discuter collectivement et non plus faire uniquement un savoir descendant. C'est très difficile à changer parce que c'est aussi une culture chez les élèves, chez les enseignants, chez les parents. C'est une culture complète du système qu'il faudrait changer, quoi. Et alors, en attendant que des choses se passent à un degré plus collectif, vous prenez la résistance individuelle. Et alors vous êtes très honnête puisque vous avez calculé le temps que vous passez sur les écrans. Je crois qu'on est en moyenne à 5 heures par jour, dont 3 heures de réseaux sociaux. C'est-à-dire que je suis à peu près dans la moyenne des gens en fait, parce que j'ai regardé, hein, c'est à peu près ça. Je n'ai pas regardé dernièrement, parce que vous savez, toutes les semaines maintenant ils vous envoient un rapport sur le temps d'écran, justement parce qu'il y a une prise de conscience là-dessus, hein, donc ça existe. D'ailleurs TikTok maintenant ils vous disent mettez-vous des limites, apprenez à faire des limites, vous avez plein d'applis qui vous aident à... Vous pouvez vous fixer des limites. Moi j'en ai fixé, mais à chaque fois je mets le code pour aller au-delà parce que ça ne me va pas, mais j'essaye de progresser. Donc je suis le premier à avoir constaté que j'avais une forme de dépendance. Alors je cite le cas où j'étais en train de visiter Delphes, c'était fabuleux, j'avais un super lever de soleil sur le Montparnasse, j'ai un super guide, et puis je me surprends à checker Twitter, et puis à voir finalement Instagram, et puis à la fin j'ai perdu mon groupe qui est parti, et je me dis mais
Et c'est là que j'ai pris conscience, mais je le savais avant, mais qu'il y a une vraie forme de dépendance. Mais pourquoi, au fait? Parce que ce temps que vous avez passé sur les réseaux sociaux, oui, de temps en temps, vous allez apprendre un petit truc, vous allez voir une petite nouvelle, mais finalement, c'est à dose homéopathique. Est-ce que ce ne serait pas beaucoup plus intelligent d'essayer de créer des plages, vraiment, où bah, vous regardez les réseaux sociaux, pourquoi pas, mais aussi des plages où vous faites autre chose? Et ça, c'est hyper difficile. Moi, c'est une bataille que je mène, mais vraiment, pour moi, c'est de la dépendance. Hein. C'est exactement comme une bataille qui serait contre la drogue ou que l'alcool. C'est-à-dire qu'à tous les moments, vous êtes sur votre canapé, vous dites qu'est-ce que je fais? La solution de facilité, c'est prendre son téléphone, de passer les 10 minutes que vous avez de libre. Vous auriez pu faire autre chose de plus intéressant à ce moment-là, et c'est dommage. Le métro, en arrivant tout à l'heure, est-ce que je lis ou est-ce que je regarde des nouvelles? Les nouvelles, est-ce que je regarde quelque chose? Vous pouvez lire aussi en ligne. Hein. Voilà. Et ça, c'est un combat qui doit se mener à tous les moments. Et encore, il ne faut pas faire de manichéisme. C'est pas mal les réseaux sociaux, c'est juste un problème d'équilibre. Voilà, en fait. Alors il y a peut-être quand même quelques motifs d'espoir, parce que bon, vous expliquez qu'on ne s'attendait pas à devenir aussi dépendant, à part peut-être quelques auteurs qui avaient deviné que tout ce temps libre qu'on allait avoir allait nous confronter à nous-mêmes et que ça allait être très très c'est compliqué. Keynes. Notamment. Incroyable, avec une vision en disant mais on ne peut pas, je sais pas la phrase, je cite la phrase de mémoire, mais on ne peut pas envisager une civilisation des loisirs sans effroi. C'est ça. Parce qu'il pose toute la question de mais qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va avoir le courage de bien l'utiliser en gros. Voilà, et donc finalement bon, on se rend compte qu'on l'utilise très mal. En revanche, il y a peut-être un motif d'espoir dans le fait que le métaverse, etc. Oui. n'est pas autant pris que ce qu'on aurait pu le craindre. D'ailleurs, je pense que ce livre, vous l'avez écrit un petit peu avant, puisque... J'en parle pas beaucoup. Non, mais vous vous posez la question de savoir ce que ça va donner. Oui. Et pour l'instant, on se rend compte que ça n'a pas totalement pris. Donc les gens sont peut-être arrivés à une certaine limite qu'ils n'ont pas envie de franchir. Et le virtuel a aussi peut-être ses limites. Je ne sais pas, hein, mais c'est peut-être ça un motif d'espoir. Il y a peut-être un motif d'espoir. En fait, moi, je crois beaucoup à la réaction prophylactique. Vous savez, la force de l'Homo sapiens depuis le début, c'est qu'il s'est adapté. On était moins puissant que Néandertal, mais on était plus adaptable. Et on a survécu, et pas lui, il a disparu il y a 30 000 ans. On ne sait pas bien pourquoi d'ailleurs. On est hyper faible, mais on a une capacité d'adaptation et de réaction. Probablement aussi d'entraide, de solidarité, de création d'images collectives qui font qu'on va pouvoir agir ensemble, qui est extraordinaire. C'est ce qui a fait notre succès depuis toujours. Et ce qui fait qu'on arrive à régler toujours les problèmes qui sont créés par la technologie. C'est l'atrophie dont je parlais. Et donc je pense qu'on va y arriver aussi. Alors au départ, le métavers, pour moi, c'était effectivement une source d'inquiétude. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Spielberg, Ready Player One. L'idée, c'est que en fait, tout le monde vit dans une espèce d'immense bidonville mondiale et ne vit que dans une sorte de jeu virtuel où la vie est plus belle. Et le soupçon, c'était, mais si demain, vous avez une sorte de vie parallèle que vous allez pouvoir programmer à volonté, qui va forcément être plus intéressante, plus douce, avec moins de contraintes que la vie réelle, bah, vous allez avoir la tentation d'y passer la plus claire de votre vie. Et si vous avez des gens qui déjà sont en grande partie sur les écrans, c'est ça d'ailleurs. Il y avait un article du Wall Street Journal où l'auteur disait mais il y a 7 millions de personnes entre 25 et je crois 54 ans qui ont quitté le marché du travail aux États-Unis. Que font-ils? Il disait ils jouent à Call of Duty sous drogue. Voilà. Ils jouent 2000 heures par an de jeux vidéo tout en étant stone. Voilà. Donc ce qui n'est pas une occupation quand même hyper équilibrée et hyper intéressante. On pouvait dire le métavers, ça va être ça, c'est-à-dire qu'on va tous y vivre. Pour l'instant, pas trop. Peut-être parce que quand même, quelque part, le jeu de la vraie vie, le jeu physique, avec toutes ses contraintes, avec ses moments de moins bien, c'est quand même celui qui reste le plus sympa. D'un certain point de vue. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts justement pour continuer à y rester et à y jouer sa partie, quoi. On va terminer quand même sur cette note positive. Donc je rappelle le titre de votre livre, La tyrannie du divertissement, aux éditions Buchet-Chastel. C'est vraiment un livre que je recommande à tous les parents, mais pas seulement, puisqu'on se rend compte que cette résistance, comme vous l'avez expliqué à l'instant, vaut autant pour les enfants que pour les adultes. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions, Olivier Babot. Merci de votre invitation.